Au bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Stéphane, à qui on parle au téléphone aujourd'hui, parce qu'habituellement, dans ton déplacement, ta routine habituelle, après tes plateaux, tu reviens pour nous parler, mais là, les déplacements... Les déplacements à Paris avec quoi? 2-3 centimètres de neige, on oublie ça, là? Les neiges, il y en est quand même tombé 5 centimètres. Okay. Mais c'est la deuxième tempête en 48 heures et elle a enseveli tout autre sujet, et ce n'est pas une blague. Tu le sais, je travaille sur une chaîne d'information. Cette semaine, il y a quand même eu l'affaire du Venezuela. Il y a la possible atteinte à l'intégrité territoriale du Groenland. Hier, à Paris, il y avait 35 chefs d'État de gouvernement qui étaient réunis pour parler de l'Ukraine. Et la seule chose dont on parle depuis 24 heures, c'est la neige. La neige, la tempête, qui n'est pas la tempête du siècle, mais qui a quand même paralysé en partie la vie en France. Évidemment, il y a des accidents, c'est à déplorer. Il y avait avant-hier soir, il y avait 1200 kilomètres de bouchons autour de Paris, parce que la première tempête s'est abattue il y a un peu plus de 36 heures. Ce matin, en France, 1800 kilomètres de bouchons, pour quelques maigres centimètres, mais dans un pays qui a oublié qu'il y a une saison qui s'appelle l'hiver. D'ailleurs, j'ai un camarade de plateau, je ne sais pas si on pourra la voir chez vous, l'image, je vous l'ai envoyée, qui m'a envoyé, mais vraiment, je pense, la bonne représentation. Alors, c'est une espèce de photo où on dit 2,5 centimètres de neige tombée. Oui, on la voit là, pour les gens qui sont ressentis. 2,50 mètres ressentis, c'est exactement l'impression. Ça a bouffé l'actualité. On est dans un pays qui n'a pas de budget, qui a passé 3 mois à se battre à l'Assemblée nationale pour essayer de trouver une solution, n'en a pas trouvé. Les finances publiques sont calamiteuses, le déficit explose, t'as un premier ministre qui est menacé, t'as des élections municipales à l'horizon qui sont un véritable casse-tête pour la classe politique. Mais de quoi parle-t-on depuis 3 jours? On parle de la neige, mais je te rassure, tout est bon. J'ai trouvé refuge dans un restaurant. D'ailleurs, je pense que je t'ai envoyé une image de là où je suis. C'est plutôt beau, en fait. Hier, de chez moi, on voyait la Tour Eiffel qui était givrée. C'était magnifique, mais il n'y a pas de pneus à neige ici et il n'y a surtout pas de transport public très adéquat. Ben c'est ça, parce que je voyais, c'est hier, je voyais une manchette qui disait qu'essentiellement, tout, OK pour le métro, là, ce qui est souterrain ou ce qui est sur rail, mais ce qui était sur roue, là, autobus et autres, c'était tout à l'arrêt. Les autobus ont été congédiés des rues de Paris avant-hier. Ce matin, à 7 heures, ils n'avaient plus le droit de circuler. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'autobus. J'ai essayé de prendre le RER pour me déplacer. Alors, le RER, c'est l'espèce de compromis entre le métro et le train. En fait, c'est un train. Et j'ai fait une station. Puis le conducteur nous a dit, on arrête ici, on bouge plus, on est à l'arrêt pour les prochaines minutes, sinon prochaines heures. Donc la suite à pied. Et là, j'ai trouvé refuge chez un restaurateur qui a accepté pour la radio canadienne de me faire de la place près de la cuisine, derrière, dans mon petit coin. Bon. Mais ça dit quelque chose de ce que les changements climatiques font effectivement qu'en France, il y a beaucoup moins d'épisodes neigeux qu'il y en avait, parce que j'étais un peu familier avec, je dirais, la tradition française, même à Paris, c'est qu'il y avait de la neige, il y avait des hivers, mais c'est de plus en plus rare. En fait, il y a aujourd'hui 6 à 7 jours par hiver où il tombe de la neige, et quand on dit il tombe de la neige, c'est des floconnets. C'est très rare que ça reste au sol. Là, clairement, c'est resté. La chaussée est glacée. C'est pour nous, à Montréal, je pense que vous aviez ce matin 5 centimètres. Il a tombé ça cette nuit, oui. Mais ici, il n'y a pas de pneus à neige. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Les gens sont tous avec des pneus d'été, ce qu'on appelle des pneus normaux ici. Alors, avec des pneus normaux, ça dérape. Moi, j'ai mis ce matin pour aller au boulot 1 heure, ce qui normalement ne demande que 10 minutes, 12 minutes. Eh bien, on te souhaite la meilleure des chances pour survivre là-dedans. Bon, on parlait du Groenland. Que vaut cet appui, le Canada, des pays européens qui, tour à tour, ont redit leur appui au Danemark, au Groenland, là, mais territoire appartenant au Danemark face aux menaces de Donald Trump? La réponse des États-Unis, Stéphane, est assez simple. Là. On est les plus forts. Qui va oser se mettre sur notre chemin si on décide d'y aller? Oui, puisqu'on parle d'hiver, gros froid entre les États-Unis et les alliés européens. Groenland, c'est l'endroit idéal pour avoir un gros froid.
il y a clairement un malentendu ou une communication qui ne passe pas du tout. Hier, donc, il y avait 35 pays qui étaient réunis à Paris, à l'Élysée, entre autres. Mark Carney, notre premier ministre, était reçu pour le petit déjeuner au Palais de l'Élysée. Palais de l'Élysée tout blanc. Pour Mark Carney, c'est probablement parce qu'on savait que les Canadiens débarquaient qu'on avait aussi appelé la neige en grand renfort. Mark Carney qui fait partie de ce qu'on appelle la coalition des volontaires ou des voulants, c'est-à-dire tous ces pays qui, en marge des États-Unis, ont toujours promis à l'Ukraine d'appuyer le pays quoi qu'il arrive, parce qu'on doute de ce que les États-Unis feront ça, quoi qu'il arrive. Ils se réunissaient, et pour la première fois, cette coalition, avec les Américains, Jared Kushner et puis Steve Witkoff. Mais la première communication qui est sortie de cette réunion, c'est 6 pays européens, appuyés entre autres par le Canada, qui ont dit la souveraineté du Groenland, par extension la souveraineté danoise, ne peut pas être bafouée, surtout entre pays qui font partie de la même alliance militaire, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Or, les États-Unis n'en démordent pas. Le Groenland, ça doit être sous contrôle d'une manière ou d'une autre américain. Il faut voir que le Groenland est un territoire semi-autonome, colonisé par le Danemark au 18e siècle, qui aujourd'hui a un parlement, un premier ministre, une représentation courte, disons-le, à l'Assemblée nationale au Danemark. Je pense que c'est 2 ou 3 députés. Là, je ne m'aventurerai pas, je ne suis pas spécialiste du Groenland, mais c'est peu de choses sur plus ou moins 70 sièges à l'Assemblée. Et les Danois discutent entre eux de la possibilité de leur pleine autonomie. Il y a des vraies discussions là-dessus. Mais en fait, les deux partis politiques au Groenland, là, les deux partis politiques qui obtiennent une partie importante du vote sont indépendantistes, les deux. Là. Le parti au pouvoir et l'opposition officielle, les deux sont indépendantistes. Donc, maintenant, indépendantistes, ça veut dire, est-ce qu'ils veulent quitter le Danemark pour tomber dans les bras des États-Unis? Ça n'a pas été testé comme option, là. Ça n'a pas été testé. Alors, hier, Marco Rubio, le secrétaire d'État, communiquait au Congrès à porte close ou derrière des portes closes. Or, ça a fuité. Et selon le secrétaire d'État, qui théoriquement est le maître du jeu en matière de politique étrangère, c'est pas franchement une option militaire qui tente au président, sinon que sa porte-parole a dit qu'il ne fallait absolument rien exclure et que le commandant en chef a toujours le loisir d'employer la force militaire, la coercition. Marco Rubio lui dit c'est une offre d'achat qu'on ferait ou une offre, une espèce d'entente du business. Je rappelle que quand même samedi, Donald Trump disait que dans la vie, tout est une affaire de deal. Puis, franchement, Mario, encore une fois, je sais que je serai pris à rebrousse-poil ou on prendra cette déclaration à rebrousse-poil. Mais est-ce que le président a tout à fait tort? Des gens qui vivent et conduisent leur vie en fonction de principes inébranlables, il y en a plein. Est-ce que la majorité ne serait pas sensible à une offre? J'ai souvent eu le même scénario. Les États-Unis décidaient, et je ne dis pas que la souveraineté d'un État se négocie en cash, mais si les États-Unis décidaient d'offrir aux 57 000 habitants du Groenland 1 million par habitant, en disant, écoutez, vous allez, pour 50 ans, être dans l'orbite des États-Unis. On ne demande même pas de mettre la patte sur la souveraineté pleine et entière. C'est une note de 57 milliards. C'est beaucoup moins que ce qu'ont coûté les incendies à Los Angeles il y a quelques mois. Est-ce que ça jouerait dans la tête des citoyens? J'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas un habitant du Groenland, mais ce que je sais, c'est que les chiffres parlent et que c'est évidemment vil de voir ainsi la vie, mais Trump fait partie de ceux qui disent « everything is a deal ». Sauf que là, Stéphane, comment dire, tu donnes, mettons, 1 million à chaque habitant, mais officiellement, c'est au Danemark. Là, si c'est un territoire qui appartient au Danemark, c'est le Danemark qui peut vendre le territoire. Alors là, j'essaie d'être concret. Donc, tu donnes 1 million à chaque habitant pour qu'il vote pour l'indépendance du Groenland, pour qu'il dise, regarde, votez pour l'indépendance du Groenland. En fait. Et on s'entend, je ne suis pas en train de construire une proposition d'affaires. Je ne connais pas les détails constitutionnels, évidemment. Puis quand Trump va faire une proposition, s'il doit en faire une, parce que j'ai aucune idée de ce que sont ses intentions, ça peut être une promesse. Si jamais vous choisissez de vous joindre plus formellement aux États-Unis et de rompre donc les amarres avec le Danemark, nous pourrions vous récompenser. Et c'est dans ces non pas ces termes-là, mais ça pourrait être dans ces termes-là qu'une proposition serait faite. Ce que je retiens, c'est que Donald Trump a dit
dans 20 jours, c'était il y a 2 jours, il va se passer quelque chose, puis dans 2 mois, il faut que ça soit réglé. Alors, évidemment, Trump a promis 1000 fois le règlement de la guerre en Ukraine, puis on n'y est pas arrivé, et d'autres fois aussi, il a fait des promesses qu'il n'a pas su tenir. Mais sur la question de l'axe des continents nord-américains et sud-américains et du contrôle des États-Unis, il a posé des gestes concrets au Panama. Il vient de le faire au Venezuela. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ce qu'il annonce avec le Groenland? Je pense que la question, en tout cas, demeure ouverte. Et quand les Européens disent ça serait la fin de l'OTAN, c'est la première ministre danoise qui disait ça, s'il fallait que les États-Unis tordent le bras et peut-être même débarquent militairement, je comprends, évidemment, qu'entre alliés, c'est inacceptable. Mais est-ce que les Européens lâcheraient le parapluie de protection américain sur une question comme celle du Groenland? C'est pas sûr à 100%. Je me pose sérieusement, je me pose sérieusement la question, et je sais que ça va choquer encore une fois beaucoup. On va dire, mais c'est pas possible. Le problème, c'est que la réalité brutale du monde, encore une fois, c'est une chose, et les principes que tu énonces en amont, c'est une autre affaire. Et les Européens, demain matin, s'ils se retrouvaient sans l'appui des États-Unis au sein de l'OTAN, je pense qu'ils se sentiraient orphelins. Il faut encore beaucoup de temps et d'investissement pour que l'Europe puisse se sentir capable, par exemple, de seule tenir tête à la Russie. Et c'est très intéressant. Vraiment. Pour le moins. Va pelleter. Va pelleter Paris. Merci, Stéphane.